on est le 16 novembre et c'est la fin de la saison. Là, ça fait déjà depuis le 15 septembre qu'il a beaucoup plu et que maintenant, en fait, il a fait humide et très humide. Même les jours où il y a du soleil, ça reste mouillé tout le temps. Et donc, en fait, depuis le 15 septembre, on a à peu près le temps qu'il fait normalement en Normandie ou dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Même s'il y a un peu plus de soleil, mais ça reste mouillé du matin au soir. Surtout dans les terres argileuses comme là, où ça reste carrément inondé quand il pleut. Ça fait des flaques d'eau partout, ou le champ qui est là-bas, il est plat en plus, c'est très argileux, et il y a des flaques d'eau qui restent pendant des jours et des jours, en général pendant une semaine chaque fois qu'il pleut. Ce qui fait que les aubergines là-bas, elles ont pris assez mal, commencent à être un peu déglinguées. Par contre, celles qui sont là-haut sont beaucoup mieux. Ou là-bas, on le voit aussi, en bas du champ, là, les aubergines sont quasiment mortes parce qu'elles sont restées inondées pendant plusieurs semaines, alors que celles qui sont là sont beaucoup mieux. Et c'est la même variété. On va aller voir plus près. Donc là, il y a les poivrons oraux qui eux se portent encore plutôt très bien et qui continuent à mûrir. Là, il y a les tomates cornues des Andes. Là, par contre, il y a les cœurs de bœuf Jérusalem qui, eux, ont moins supporté l'humidité et le froid. Mais bon, ça va encore à peu près. On en récolte encore un peu quand même. Mais il y a des plantes qui commencent à être plus ou moins mortes. Alors que là, les cornues des Andes, on voit qu'ils se portent quand même pas mal encore. Et il y a encore des quantités de tomates. Ah oui, incroyable. Voilà, en fait là-dedans, c'est plein de tomates. J'en ramasse tout le temps, mais il y a des quantités de tomates. Ça sent très bon. Maïs. Oui, mais le maïs, on l'a récolté. Et là, par contre, c'est les tomates merveilles des marchés, qui se portent aussi très bien pour la saison. Alors maintenant, il y en a beaucoup plus d'abîmés parce qu'il y a beaucoup de limaces qui bouffent les tomates, qui rentrent dedans et ça les fait pourrir. Et pour les consommer, c'est moins évident, mais bon, pour récolter les semences, ça va. Mais bon, il y a encore pas mal de tomates qui sont pas mal quand même. Hein. Là, ça dépend des endroits aussi. Il y a des endroits où l'eau stagne le plus. Et là-bas, elle se porte mieux qu'ici, où l'eau a stagné plus longtemps. Parce que c'est de la terre très argileuse. L'argile garde l'eau. Ben oui, ça fait des flaques d'eau et ça reste inondé en fait. Là, c'est les roses de Berne qui ont repoussé quand il a plu au mois de septembre et ça a refait des tomates. Et du coup, elles commencent à mûrir là. Alors, si gèle pas, eh ben, ça va continuer. Mais il a déjà presque gelé. Hein, parce que, en fait, il a fait -4 dans les montagnes là-haut. Et le vent, il y avait beaucoup de vent. Et du coup, aux endroits plus exposés au vent, ça a pris du vent qui était peut-être à -1 la nuit. D'accord. J'ai vu les endroits où c'est plus exposé au vent, il y a des tomates qui sont plus déglinguées qu'aux endroits abrités. Ça, c'est les olives roses de Saint-Domingue.
Et elles se portent encore pas trop mal. Superbe. Et là, les miels du Mexique, bon, il y en a encore un peu. Et parce qu'il y a des tomates que tu récoltes très tardivement. Ah ben chaque année, s'il gèle pas, ou s'il fait que des -1, ou comme l'année passée, j'ai récolté jusqu'au 22 décembre. Pourtant, il avait gelé à -3 au début novembre. Et malgré ça, eh ben, il y en a qui ont résisté et j'ai continué à récolter jusqu'au 22 décembre. Et les poivrons jusqu'au 20 janvier. Ils craignent pas le gel. Ben normalement si, mais après, bon, ça dépend. Il y a certaines variétés aussi qui apprennent à résister un peu au froid. Bon, on les apprécie pas du tout, hein. Mais quand même, par exemple, le champ de luzerne qui était en bas l'année passée, vers le 3 novembre, ben, de toute façon, c'est pas compliqué. Dans la bassine d'eau pour les vaches, dans le bassin pour les vaches, il y avait une couche de glace comme ça. Et à côté de ça, il y avait des tomates à 10 mètres. Ben, elles étaient toujours vivantes après. Ça m'étonne énormément moi-même, hein. Mais bon, Et quand tu récoltes les graines de ces tomates qui ont subi le gel, tu penses que la génération suivante, elle est adaptée ou... eh ben, elles apprennent à résister. Ah, ok. Donc, si elles arrivent à supporter un peu de gel et que ça les tue pas, et qu'il y a des tomates qui continuent à mûrir, forcément, la génération suivante sera plus adaptée à supporter un peu le gel. Et on pourrait le faire de plus en plus. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire. Après, je garantis pas du tout que ça va supporter le gel, hein. Ah, Mais, c'est déjà mais énorme. bon, C'est hein. déjà pas mal. C'est une bonne adaptation déjà. Ah, c'est magnifique. Moi, pour le moment, mon but, c'est surtout qu'elles apprennent à résister au mildiou. Parce que là, il y a quand même, bon, il peut y en avoir un peu, mais même s'il y en a un peu, elles n'en meurent pas. Ce qui est vraiment bien, parce qu'en général, quand il y a du mildiou sur les tiges à cette époque, les tomates, elles meurent carrément, hein. Et moi, déjà, il y a 2 3 ans, j'ai constaté qu'il y avait des variétés qui avaient vraiment du mildiou sur les tiges, et elles sont arrivées à cicatriser et à continuer à pousser pendant 1 mois ou 2 après. Bon, on va changer l'endroit. Voilà ce que je disais, qu'elles peuvent quand même attraper le mildiou, mais qu'elles n'en meurent pas, hein. C'est par exemple, on regarde cette tige là, il y a des tomates, elles se portent encore très bien et tout. Et si on regarde bien, en fait, le mildiou, elle a quand même attrapé. Ça, c'est du mildiou qui normalement est mortel pour les tomates. Et ça fait plus d'1 mois que la tige est comme ça, hein, parce que j'ai regardé, hein. Donc elle résiste, Hein. elle Eh se ben, défend. elle, elle- elle C'est a, ça. elle a attrapé le mildiou quand même, parce qu'il a fait que pleuvoir et qu'il y a les températures idéales pour le mildiou, mais elle n'en meurt pas. Et, et après, on peut voir, si on regarde bien là, qu'en fait, elle a cicatrisé de la peau neuve sous la peau noire, en fait. Et presque toutes les plantes sont comme ça, quoi. Donc, en récoltant les graines qui ont résisté, de la plante qui a résisté, et ben surtout si j'arrive à récolter encore, si je gèle pas trop fort, jusque fin décembre, et ben là, ça fait des plantes qui sont plus adaptées, de plus en plus adaptées, aussi bien. Non seulement elles ont appris à résister à la sécheresse pendant 4 mois, mais après elles ont appris à résister aux excès d'eau, au temps idéal pour le mildiou, au mildiou, et même un peu, peut-être un peu au gel. D'accord. C'est génial. Amener, Voilà. Là, il est mûr. C'est le poivron au rot. Ouais. Et il y a des gens qui l'appellent aussi corne de taureau. Comme de tout. D'accord. Voilà. Et sinon, on peut regarder les aubergines aussi. D'accord. Voilà. Ça, c'est les aubergines baguettes.
Alors quand elles sont comme ça, elles sont mûres pour récolter les graines. D'abord elles deviennent jaunes, hein, et après on peut récolter les graines quand elles sont plus blettes, là, comme ça, ou à moitié comme ça, là. Parce qu'autrement, quand elles sont juste comme ça, c'est trop dur à extraire les graines. Mhm. Mais par contre, pour les manger, il faut les manger quand elles sont comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. D'ailleurs, là maintenant, ça va plus mûrir, on peut en prendre. Ouais. Mais en fait, l'aubergine, quand elle est encore bonne à manger, elle doit être un peu molle. Tu vois. Parce qu'après, ça devient carrément dur. Et puis, il faut les ramasser jeunes. Voilà. Là, c'est des cœurs de bœuf Oxford. C'est, il paraît, la plus ancienne variété de cœur de bœuf. Et bon, ils sont un peu moins gros en général que. Fais attention par contre au fil là, qu'il y a de l'électricité dedans pour les protéger des sangliers. Alors, ils sont un peu moins gros que les autres variétés de cœur de bœuf, mais ça donne énormément. Et je suis vraiment même étonné comment ils sont résistants à tout. Parce que ici, ce terrain, il est resté carrément inondé. Ça faisait des flaques. D'ailleurs, là, on le voit, par exemple. Et ben, il y avait une flaque d'eau qui restait là pendant plus d'une semaine. Ils étaient carrément noyés comme dans un marécage. Et ben, malgré ça, ils sont même pas morts. Alors que les tomates, avec le froid et l'inondation, Bien ça sûr. apprécie pas du tout. Hein. Ouais. Et ben, ils sont toujours vivants et ça donne toujours des tomates. Donc elles s'adaptent vraiment bien Ah ben, au terrain. à tout quoi. Hein. Mhm. Voilà, parce que là, on a récolté, en fait, il y avait plus de. On a récolté à peu près dans les 20 kilos au moins au mètre carré tout l'été, pendant l'été là. Parce qu'on a récolté plusieurs fois et on récoltait à chaque fois, des 2, 3 fois qu'on a récolté le plus. Je compte pas les premières et je compte pas les dernières comme maintenant, mais les 3 fois qu'on a récolté le plus, il y avait à peu près un panier de 10 kilos à chaque mètre carré. Ce qui est quand même pas mal. Pas mal. Surtout quand on sait que les hybrides, normalement, ne produisent jamais plus de 8 kilos au mètre carré. En chimie, hein, D'accord. avec les engrais et tout. Oui, tu me parlais des cailloux. Oui. Eh ben, les cailloux, en fait, il faut savoir que c'est les jardiniers en général qui n'aiment pas les cailloux. Et aussi les outils d'ailleurs Ouais, n'aiment pas les cailloux. Parce que l'on prenne une binette et qu'on tape sur des cailloux, c'est vachement plus dur. Et puis, c'est pas très bon pour la binette, mais ouais. encore ça va. Mais par contre, une motobineuse ou des outils mécanisés, en général, ça a tendance à casser Ça les casse outils. net. Ouais. Hein. Enfin, des fois, ça les casse pas net, mais en tout cas, ça les use Ça plus les vite. use. Ouais. Mais donc, on peut dire que c'est les jardiniers et les outils qui n'aiment pas les cailloux, mais les plantes, par contre, adorent les cailloux. Parce que si on observe bien où c'est que les plantes poussent, la végétation pousse le mieux, en général, c'est dans les remblais où on a fait des terrassements. Hein, pour construire une maison, par exemple, eh ben, il y a un talus plein de cailloux, et ben, c'est là que la végétation pousse le mieux. Hein. Ou sur le bord des routes, ou des trucs comme ça. Hein, tu vois. Et en réalité, les cailloux, non seulement ça garde l'humidité, parce que ça fait de la condensation dessous, et aussi, ça peut, dans les pays froids, eh bien, tous les anciens savaient bien que de planter des tomates contre un mur, ça garde la chaleur. Voilà. Et en fait, eh bien, il y a des pays, mais je l'ai appris qu'il y a 2 ans, j'ai vu un reportage sur la grande île des Canaries, où là-bas il pleut une fois tous les 7 ans, il paraît. C'est très sec, comme le Sahara à peu près. Ouais. Et ben, ils cultivent plein de trucs en faisant des tas de cailloux et ils laissent creux au milieu du tas de cailloux. Ouais. Et ils plantent des plantes au milieu des. J'ai vu Ça ça. peut être aussi bien des pieds de vigne qu'un pied de tomate ou un pêcher. D'accord. Et les cailloux gardent l'humidité, surtout pendant la nuit, et ça nourrit la plante. D'accord. C'est assez extraordinaire, mais Ouais. ça marche. Ça marche. Voilà. Là, ici, c'est la variété de cœur de bœuf orange, qui est pas mal comme variété, parce que, en fait, dans tous les cœurs de bœuf, c'est quand même la plus précoce. Chaque année, je constate que ça mûrit au moins 15 jours, 3 semaines avant les autres cœurs de bœuf.
plantés en même temps. Mhm. Et, bon, là, il y en a des abîmés. Mais il y en a qui sont encore pas mal. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ça fait encore de belles tomates. Ah oui, c'est joli. Oui, c'est Pour impeccable. la fin novembre, et qu'il a commencé à faire de l'air devait être à moins 1 degré, c'est pas mal. On dirait une orange. Oui, C'est en vrai, fait, ouais. ça s'appelle cœur de bœuf orange, mais je ne sais pas si la couleur ne s'appelle pas persimon. Parce qu'il y a une autre variété de tomate qui s'appelle persimon et elle a la même couleur. C'est pas vraiment orange, c'est une couleur un peu spéciale. Ouais, c'est une variante. Mais moi, personnellement, je les trouve très bonnes. Plusieurs variétés. Plusieurs variétés. Mais en fait, il faut bien savoir que en 1910, le ministère de l'Agriculture des États-Unis avait répertorié plus de 10 000 variétés de tomates. C'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup. Ouais, ouais. Et rien que par exemple dans le catalogue Villemorin de 1910, en fait, il y avait quasiment toutes les variétés que je fais là. D'accord. Sauf qu'après, eh ben, elles ont été abandonnées, elles ont disparu, et il n'y a que quelques collectionneurs qui ont gardé des fois 30 variétés, des fois 50. Alors, chaque variété est propice au terrain. Ben, Se plaît. c'est-à-dire qu'il y a des variétés qui sont plus adaptées à un endroit qu'à l'autre, mais en fait, on ne peut pas dire que ce soit tellement au terrain. Par exemple, il y a pas mal de variétés qui ont été récupérées aussi du conservatoire de Saint-Pétersbourg, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les États-Unis ont eu leur indépendance, il paraît que dans l'histoire, ils ont fait des échanges avec les Russes. Les Russes ont amené aux Américains tout ce qui est pastèque, melon et tout ça. Mhm. Et les Américains ont donné des milliers de variétés de tomates aux Russes, qui les ont adaptées après et dispatchées un peu partout, y compris en Sibérie. Et en Sibérie, tout le monde croit que ça paraît aberrant, mais en fait en Sibérie, pendant l'été, ça dure que 2, 3 mois, mais pendant à peu près, en tout cas 1 mois, il fait jusqu'à 40 degrés à l'ombre. Il fait très chaud en Sibérie, et en plus tout pousse beaucoup plus vite parce que le soleil ne se couche même pas. Ouais. Ce qui fait qu'ils arrivaient, d'ailleurs, il y a des endroits où on cultive toujours des tomates en Sibérie. Mais du coup, les plantes ont appris à devenir plus précoces. Il y a des variétés qui sont en fait la même variété, et après avoir été cultivées plusieurs années, ou même pendant peut-être 100 ans ou quoi en Sibérie, eh ben, elles sont devenues plus précoces. Mhm. A l'inverse, la même variété, tu la prends et tu la cultives à un endroit où il fait très très sec pendant l'été, eh bien, il y a certaines variétés qui apprennent à devenir beaucoup plus résistantes, et il y en a qui choisissent l'optique de devenir plus précoces pour arriver à produire des fruits et donc des semences, parce que Ouais. le but de la vie, c'est de se reproduire Voilà. Ouais. et de s'adapter et de faire des enfants qui soient mieux que soi-même, Ouais, ouais. aussi bien pour les humains que pour les animaux ou pour les plantes. Ouais. Donc en fait, ça, les plantes, elles trouvent le moyen soit de s'adapter à résister, soit elles choisissent de devenir par exemple plus précoces. Comme ça, la même variété, par exemple, j'ai constaté ça sur les princes noirs, par exemple, c'est une variété de tomates noires, et bien elle est devenue presque 3 semaines plus précoce en quelques années que je la cultive ici sans eau. D'accord. Parce que après, elle a aussi appris à résister à la sécheresse. Mais son but, c'était surtout de faire un maximum de tomates avant que la terre devienne trop sèche. D'accord. A l'inverse, tu la cultives en Sibérie, d'ailleurs elle vient de là-bas, cette variété. Elle était déjà devenue assez précoce, mais ça a encore augmenté en fait. D'accord. Donc, Mais suivant comment elles sont exposées ou dans quel terrain elles se trouvent, tu plantes différentes tomates, différentes variétés. oui, en fait, ça si je les cultive à un endroit plutôt qu'à un autre, c'est surtout pour éviter qu'elles se croisent entre elles et que ça s'hybride entre elles. Ah oui. Donc je fais
des variétés qui ont tendance à pas, parce que j'ai constaté qu'il y a des variétés qui vont croiser et polliniser les autres. Alors celles-là, je les plante carrément très très loin, comme de l'autre côté de l'autre montagne, là, D'accord. toutes seules. Hein. Et j'évite de les planter à côté des autres. Hein. Parce qu'il y en a qui restent elles-mêmes, mais qui pollinisent les autres, par contre. Et puis ça continue. Hein. Il y a toujours plein de tomates, quoi. D'accord. Malgré le coup de froid. Mais là, elles ont été aussi un peu déglinguées parce qu'il y a les sangliers. On voit qu'il y a plein de trous. Il y a les D'accord. sangliers là qui sont passés dedans et qui ont fait des trous et qui ont ravagé, qui ont fait crever des plantes aussi. Donc les sangliers aiment les tomates. Ils aiment surtout la terre qui est. Fertiles. Oui. Surtout quand je mets du compost. Alors là, ils adorent ça. Ah, ça sent fort. Ben, ils trouvent des vers et tout Bien ça. sûr. Ouais. Tu me dis, Ah. il faudrait peut-être plus de Un chasseurs. petit peu plus de Eh, chasseurs. mais justement, moi je pense que c'est le problème, c'est les chasseurs, parce qu'en fait, Ah même oui. que depuis 2 3 ans, c'est complètement interdit. Ouais. En fait, ben, ils nourrissent les sangliers. Ils font de l'élevage illégal de sangliers, en fait. Ah, Et c'est ça le problème. voilà. Parce que, par exemple, dans le Lot, le nord enfin plutôt le Cantal, où mes parents habitent, et bien là-bas, jusqu'il y a une dizaine d'années, il n'y avait que les agriculteurs qui chassaient. Et eux, ils ne nourrissaient jamais les sangliers. Pourtant, c'est un pays là-bas où il n'y a que des châtaigniers et des chênes et tout. On pourrait penser que c'est idéal pour les sangliers. Mm. Il y avait sur une zone de 30 km sur 20, il y avait peut-être 10 sangliers. Il n'y avait jamais aucun dégât de sanglier. Mhm. Depuis quelques années, il y a des chasseurs qui viennent des villes, qui se sont inscrits sur les communes là-bas et tout ça, et qui se sont mis à nourrir les sangliers. Mais maintenant, mes parents me racontent que leurs voisins sont obligés de mettre des canons qui tirent des coups de fusil Ah, c'est la vrai. nuit, Parce hein, que les parce que sangliers autrement viennent. leurs champs de maïs sont ravagés par les sangliers. Parce que depuis que les chasseurs les nourrissent, eh ben, il y a une invasion. D'accord. Et ici, par exemple, sur une zone de 20 km sur 30, hein, au lieu d'avoir une dizaine de sangliers, du fait que les chasseurs les nourrissent pendant le mois de juin, juillet, août, eh ben, ça fait un élevage et il y en a peut-être 7000 ou 10 000, D'accord. hein, au lieu d'en avoir une dizaine. Voilà Parce pourquoi. que, parce que le truc, hein, c'est que normalement, dans la nature, les sangliers, pendant tout l'automne et l'hiver, ils trouvent des glands, des châtaignes. Hmm. Au printemps, ils peuvent encore creuser la terre et trouver des vers et tout ça. Mais arrivé au mois de juin et juillet, août, il n'y a plus de glands, plus de châtaignes. Et la terre est dure comme du béton. Et même s'ils arriveraient à creuser, eh ben les vers, ils sont peut-être à 1 mètre ou 2 de profondeur. Ouais. Donc, ils n'ont plus rien à manger. Voilà. Donc, Ils peuvent survivre en bouffant en mangeant un peu d'herbe, un peu de feuilles d'arbre ou quoi. Mais ils peuvent absolument pas nourrir leurs petits. Mhm. Donc, en fait, la population des sangliers ne peut pas augmenter. D'accord. Mais à partir du moment où il y a des gens qui s'amusent à nourrir les sangliers, eh ben, ça fait de l'élevage sauvage. D'accord. On a compris. Là, c'est la variété cœur de bœuf Anarus. Il y a encore plein de tomates. Hein. Ils sont pas mal, pas trop mûrs, mais bon, je récolte tout le temps aussi. Et là, il y a le basilic cannelle. Alors là, les plantes cette année ici, elles ne sont pas devenues très grandes. Parce que l'année passée, je les avais plantées à un autre endroit où il y a plus de terre, il fait un peu moins sec. Les plantes étaient devenues grandes comme moi, hein, de 1 mètre 50 au moins. Mhm. Mais cette année, il a fait vraiment exceptionnellement sec. Hein. Mais bon, Donc il y a là, tu m'as dit, c'est le basilic le cannelle. basilic cannelle. Et moi, c'est franchement, au niveau goût, c'est, je crois, la variété que je préfère. D'accord. Mais bon, faut pas manger les tiges comme ça, il faut manger les jeunes pousses. Hein. Je sais pas si on peut D'accord. trouver. Si tu veux goûter. D'accord. Ah oui, c'est un goût vraiment. Hein. C'est plein de saveurs. Ouais. Ah oui, moi, je trouve ça excellent. Et en tout cas, il y a plein de gens qui disent oh, moi je plante plus le basilic parce que je les plante 3 semaines après, ils sont morts. Mhm. Mais moi, je les plante toutes nos variétés de basilic. Hein. Et puis c'est des merdes et selon ce qui fait plus ou moins qui pleut ou pas, et la terre, hein, et ben,
Soit ils sont comme ça, soit ils font 1,50 m de haut après, ça fait D'accord, des arbres. ouais. Hein. Mhm. Et tiens, là, il y a des tiges plus fraîches. Là, regarde. C'est comme ça qu'il faut le manger. Oh là là, ouais. Excellent. Ouais. Là, c'est vraiment bon, hein. Mhm. Tu vois, des tiges jeunes et fraîches comme ça, tu vois. Mais quand tu le coupes tout souvent, ça fait que des tiges pour manger. D'accord. Moi, je les laisse mûrir pour les graines. Ah oui, oui, c'est un plaisir. Ça, avec un morceau de fromage et une tomate, délicieux. Mais ouais, c'est vrai que c'est des choses toutes simples qui sont vraiment super à apprécier. Sinon, pour manger, ben voilà, il faut prendre les jeunes qui sont comme ça. D'accord. Et violette. Voilà, avec violette. Et comme ça n'a pas le temps de mûrir maintenant, on peut la récolter. Ben là, c'est aussi les poivrons oro ou cornes de taureau, là. Et voilà, on récolte sans arrêt plein de poivrons. Bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu abîmés, hein, comme celui-là que tu filmes là, D'accord. parce qu'il y a des limaces en fait qui font des trous dedans. Ah oui, Et alors après ils pourrissent. et après ça pourrit. Ouais. Et là, ça fait un moment que j'aurais dû venir récolter, mais on a tellement de choses à récolter que j'arrive pas à suivre. D'accord. Ouais. De vraies garrigues, hein, où tu peux regarder, filmer par là, tu vois, c'est la vraie garrigue comme il y a autour de Nîmes ou de Montpellier, et où les plus gros arbres depuis 50 ans que personne n'y a jamais rien fait ici. Et les plus gros arbres, ils sont comme ça. Et sinon, là, ça n'a jamais été brouté ni rien depuis 50 ans. Et ben, il n'y a que quelques touffes de thym, des petits asperges et presque rien qui pousse, quoi. Mhm. Mais là, par exemple, j'ai fait un carré de tomates, là. Et bon, là, c'est pas trop beau, c'est parce que les sangliers sont venus, ils m'ont tout retourné et ravagé. Hein. Mais bon, hein, sinon, une plante qui tient encore la route, voilà, ça a donné beaucoup, hein, et on a récolté plein. Et il y a encore des tomates. Incroyable. Ouais. Voilà. C'est dommage que les sangliers soient venus parce qu'ils ont à moitié tout fait crever, quoi. Ouais. Voilà. Là, il y a des tomates indigo aussi qui sont là-dedans, mais les sangliers sont venus aussi. Indigo, alors elles sont Ils sont comme ça, violet foncé ou... voilà. Alors celle-là n'est pas mûre encore. Mhm. Quand elles sont mûres, voilà, voilà une qui est mûre. Voilà. Elle est violet comme ça et un peu rose comme ça. On dirait Et une là, prune. et là elle est mûre. Tiens, donne-moi-en une, je goûterai ça à la maison. Attends, Elles sont pas bêtes ces limaces alors. non, malheureusement, les limaces ont en général les mêmes goûts que nous. Tu vois, D'accord. Ouais. celle-là a été mûre, voilà, elle est creuse. Ah, ouais. Elle est creuse aussi, les limaces l'ont. Elle s'est faite dévorer. Voilà. Ça, tu vois. D'accord. Là, elles sont petites. D'accord. Hein. Enfin, tu peux les trouver un peu grosses pour des aubergines, mais pour cette variété, elles sont petites. Mhm. Mais il n'y a jamais eu de compost, il n'y a jamais rien eu là. Et Pas d'arrosage. pas d'arrosage ni rien. On les a plantés et je les ai oubliés. D'accord. Mais en bas, par contre, où j'ai mis un peu de compost et où il y a plus de terre, et ben là, il y a des aubergines. La même variété, tu verras, elles sont énormes. Mhm. Et là, sinon, il y avait des melons là. Ah oui, d'accord. Mais il y en a plus. Là, c'est un champ de courge longue de Nice avec du maïs. Et puis là, il y avait des potirons, potimarrons red curry. Il reste que 2 3 pas mûrs là. Mais sinon, tous les autres, ils étaient mûrs, je les ai récoltés.
Là, la moitié des courges longue Denis, je les ai récoltées aussi, parce qu'elles étaient mûres. Mais sinon, tout ça, ça a poussé sans jamais une goutte d'eau. Alors le maïs, cette année, au lieu de faire 2,50 m de haut, il est resté qu'à 1 mètre. Mais par contre, j'ai quand même récolté des beaux épis. D'accord. Voilà, alors pourquoi le maïs avec les potimarrons? Eh bien, parce qu'en fait, on le sait par expérience, parce que les Incas cultivaient toujours du maïs mélangé à des potimarrons ou des courges et des haricots. Et l'association des trois, on a toujours constaté que c'est ce qui produit le plus dans toutes les cultures que l'on peut faire. C'est ce qui donne les meilleurs résultats et qui produit le plus en quantité. D'accord. Voilà. Là, c'est la même variété, c'est les impériales beauté noire. Alors là, j'en ai récolté plein déjà pour les graines, là, des quantités. J'ai ramassé en fait plusieurs bennes de tracteurs remplies. Mhm. Mais on peut voir dès qu'ils seraient bonnes à manger encore, pas mûres. Voilà. Ça fait des fois des fruits comme ça, et souvent, sur la même plante d'ailleurs, hein, ça fait des fruits tout côtelés. Et... En fait, ça fait des fruits comme celui-là, mais énormes. Là, Plus gros. Voilà. Là, ça vient d'être une fleur, quoi. Hein. Ok. Voilà. Alors là, curieusement, ils sont plus trop côtelés. C'est peut-être parce que c'est les derniers, je sais pas. Mhm. Voilà. Là, il y en a un. Ouais. Ouais, c'est des gros fruits côtelés comme ça. D'accord. Et ils se font attaquer déjà aussi par les limaces. D'accord. Voilà, ici, c'est les poivrons au Yolo Wonder. Alors la plupart des pieds sont cassés parce que les sangliers sont passés dedans. D'accord. Mais bon, Sacré sanglier. sinon, il y a encore des fruits. Hein. Voilà, comme ça là. Voilà. Et j'en ai quand même ramassé pas mal. C'est beau, hein. Oui, mais Pourquoi les fruits bio ont des mauvaises formes? Pourquoi on dit que les fruits bio pourquoi on dit ça? sont mal formés? Eh bien, je pense que c'est parce que, en fait, on peut dire qu'effectivement, c'est tout à fait possible. Parce que si on utilise les semences du commerce qui sont prévues, Voilà. en fait, les semenciers, il faut comprendre une chose, ont sélectionné aussi bien toutes les plantes de grande culture et les légumes, enfin toutes les plantes cultivées, hein, depuis bien 80 ans, hein, au moins. Un de leurs principaux critères de sélection, c'est soi-disant la productivité. Mais en réalité, ce n'est pas du tout la productivité. C'est uniquement la capacité des plantes à absorber un maximum d'eau et d'engrais chimiques. D'autant plus que les engrais chimiques sont solubles dans l'eau, il faut que l'eau aille avec, évidemment. Mais bon, et du coup, évidemment, ça gonfle. Ça fait des gros fruits, des gros légumes, des quantités. Mais par contre, c'est pas spécialement nourrissant. Par exemple, quand on fait des analyses entre du maïs bio sur des anciennes variétés et à côté des hybrides cultivés avec les engrais chimiques et tout ça, et bien par exemple, je connais quelqu'un qui cultive une ancienne variété de maïs de Bresse, et là il faisait 75 quintaux à l'hectare avec son maïs de Bresse. Et les voisins avec les hybrides faisaient 100-110 quintaux à l'hectare avec les engrais chimiques. Mais par contre, quand on faisait les analyses sur la matière sèche et le taux de protéines, de sucre et tout ça qu'il y a dedans, et ben lui, il avait 35% de matière sèche, de protéines et de sucre en plus que les autres avec leurs hybrides. Ce qui fait que 75 quintaux avec 35% de plus à l'intérieur, ça fait la même chose. Donc, ils récoltaient en réalité, que ce soit pour nourrir des bêtes ou nourrir des gens,
exactement la même quantité de matière nourrissante, si on veut, hein, que ceux avec les engrais chimiques, et tout ça sans mettre aucun engrais, puisqu'ils le faisaient en bio. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus économique, d'ailleurs. Hein. Et donc, pour en revenir à ta question sur les fruits qui seraient mal formés en bio, hein, c'est évident que si un maraîcher en bio qui ne met aucun engrais ni rien, hein, se met à vouloir cultiver son maraîchage avec des fruits et des légumes qui sont sélectionnés spécialement pour absorber un maximum d'eau et d'engrais chimiques, c'est évident qu'ils vont être petits, rachitiques et mal formés. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de chance. Voilà. Voilà. Par contre, si on cultive des plantes comme les anciennes variétés et celles que je fais, qui sont pas du tout faites ni adaptées pour absorber un maximum d'eau et d'engrais chimiques, au contraire, moi, je fais en fait de la sélection pour qu'elles apprennent à pousser sans eau et bon, je fais quand même en sorte que la terre soit le plus fertile possible, mais avec de l'humus naturel, avec des morceaux de bois, enfin j'essaye de reproduire ce qui se passe dans une forêt naturelle. Dans la nature, ouais. Hein, donc, pour résumer. Mais en dehors de ça, voilà, ça donne des beaux fruits, malgré que j'ai presque rien fait, quoi. Hein. Enfin, ça demande quand même pas mal de travail quand on fait 3 hectares, hein, mais rien que pour récolter d'ailleurs. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, toute la terrasse au-dessus, c'est les tomates ananas. Et là, on voit, elles ont débordé par-dessus le mur et elles arrivent là. Et là-bas, j'en ai déjà récolté comme ça dans le mur là. Mais si on veut les voir mieux, il faut quand même mieux monter sur la terrasse au-dessus. Mais là, c'était impossible, Joe. Bah ouais, donc bon, c'est débrouillé. Ouais, mais là, il faut quelqu'un. Hein. Ouais. Voilà, alors pour les égrenés, on les ouvre toujours dans ce sens-là, jamais dans ce sens-là, toujours comme ça. Ensuite, on presse et on prend le couteau à beurre. On appuie d'abord dans ce sens-là, ensuite on la retourne dans ce sens-là. On fait ressortir le plus de graines. Et voilà, la prochaine. D'accord. Faut essayer de ne pas faire tomber trop de chair, plutôt les graines que les chairs. D'accord. Une fois qu'ils ont fermenté, on les met dans les tapis, dans les tamis. D'accord. Dans les tamis qu'il y a là. Voilà, dans les tamis dans ce genre-là. D'accord. Ok. Une fois qu'on a terminé les grainages, on les met à la fermentation. Donc voilà, le premier jour, on les met, bon, normal, ça ressemble à ça. Et puis 48 heures plus tard, quand la fermentation s'est faite, ça ressemble à ça. Donc on voit vraiment le dépôt avec l'eau en bas et la moisissure sur le haut. Et une fois que ça en arrive à ce stade-là, c'est prêt à mettre dans les tamis qu'on a dans ce style-là. Voilà, il y a les gros et les petits, suivant si c'est un gros ou un petit. D'accord. Donc ensuite on met le tamis là, l'eau, ouais, pour enlever les chairs et le reste des petites peaux. Et à la fin ça donne ça, il ne reste plus que les graines au fond. D'accord. Donc là après vous les accrochez, c'est ça que vous accrochez? Voilà, c'est ça. Et après on les accroche, ben là on les accroche sur mon cœur. Et étonnamment ça tient. C'est ce que tout le monde se demande au début, mais ça tient très bien, ça tombe jamais. D'accord, parce que c'est assez léger. Ouais. Voilà, c'est léger et c'est réellement collé au fond du tamis. Ça bouge pas. On le voit même si on bouge, okay, ça reste toujours au fond. Alors après, une fois que c'est bien sec, vous les récupérez et vous les mettez en sachet. Voilà, c'est ça.